RCN. Le son de la différence. Full Santé Mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Full Santé Mentale, l'émission qui chaque mois démonte les tabous et détricote les idées reçues sur la santé mentale. Et je suis très heureux ce mois-ci qu'on parle d'une thématique importante qui est la pérédance. Pour m'accompagner, comme chaque fois, on a Roman du CREPSI. Bonjour Roman. Salut Thomas, ça va ? La forme, très bien. Bien. Bon, le CREPSI, on rappelle. Centre ressources handicap psychique, Interrégion Lorraine. Très bien revenu à toi dans notre studio. À côté, Jackie. Bonjour Jackie. Bonjour. Jackie, membre de l'association Bipolaire si tu savais ? Oui, depuis un an et demi, oui. Très bien. Et c'est donc vous qui allez nous accompagner au titre donc de cette association Bipolaire si tu savais durant cette émission. Avec plaisir. Et comme je le disais, puisqu'aujourd'hui on va parler de la pérédance, un sujet très important quand on parle notamment de santé mentale, j'ai le plaisir d'être accompagné de Sandrine. Sandrine, vous êtes médiatrice santé-père ou pérédante professionnelle, c'est ça ? Oui, bonjour à tous. Bonjour Sandrine. Oui, merci de m'avoir invitée sur cette antenne. Oui, donc je suis médiatrice santé-père au Centre psychothérapique de Nancy et j'ai choisi la voie de la professionnalisation. Et vous nous expliquerez ça tout à l'heure. Tout à fait. Et à vos côtés, Armelle. Alors vous, Armelle, vous êtes usagère, accompagnée par Espoir 54. Vous avez suivi des formations en psycho, notamment, c'est bien ça ? C'est ça. Et se pose peut-être cette question, et pourquoi pas la pérédance professionnelle, c'est bien ça ? Oui, c'est ça, bonjour. Donc effectivement, je souffre de troubles psy, donc j'ai validé une licence de psycho en 2018, et j'hésite soit à continuer le master de psycho, ou à me réorienter vers le métier de médiateur en santé-père. Eh bien, vous nous en parlerez dans quelques instants. On reviendra un peu sur votre parcours dans quelques minutes. Et comme vous le savez, dans cette émission, chaque mois, on démarre en allant rencontrer les gens dans la rue avec notre micro et en leur posant des questions. Je m'adresse à vous, Jackie. Oui. Quelle est la première question qu'on est allé poser dans la rue ce mois-ci en parlant donc de médiation santé-père ? Alors, question très simple. Avez-vous une idée de ce qu'est la pérédance ? Eh bien, on écoute les réponses des gens dans la rue tout de suite. La pérédance ? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Ouais, c'est le fait d'aider les gens qui sont comme nous, enfin nos pères, quoi, en fait, littéralement. Ça doit être l'entraide entre personnes qui ont peut-être eu la même maladie ou qui ont une problématique sociale. Non. J'en ai aucune idée. Oui, c'est aider son prochain et des choses comme ça. Le fait d'aider ses collègues, ses pairs. Il y a pas mal de choses qui ont été dites, on a bien compris qu'on avait parlé d'aide. Qu'est-ce qu'on retient de cette première partie de micro-trottoir ? Tout d'abord, qu'il a fallu au préalable expliquer un peu ce que c'était que la pérédance très rapidement, parce que pour certaines personnes, c'est un vocable inconnu, jamais entendu, donc ça paraissait difficile. Et globalement, oui, après, les gens ont bien compris que père aidant, s'il y avait quelque part de l'aide, et père, plutôt des gens un peu comme nous, donc nos pères certes, mais nos collègues, nos prochains, enfin ceux qui nous ressemblent. Et une seule personne a été un peu plus loin en précisant que le côté maladie, aider quelqu'un qui a eu une maladie, que nous aussi on a quelque chose de cet endroit-là. D'ailleurs on en reparlera tout à l'heure, c'est une question que je poserai à Sandrine. Est-ce qu'il faut forcément avoir eu la même maladie pour être père aidance ? Parce que c'est ce qui a été dit, notamment par cette personne dans la rue tout à l'heure. Oui, tout à fait. Alors, Sandrine nous le dira, mais avoir été malade ou avoir eu la même maladie, c'est quand même assez fortement différent. Tout à fait. Deuxième question, ou il y a d'autres choses à dire sur ce micro-trottoir, Jackie ? Sur cette première question, non. Non. Alors on va passer à la deuxième question. Roman, la deuxième question qu'on est allé poser aux gens dans la rue, c'était... Du coup, peut-on transformer son expérience de vie en métier reconnu ? C'est-à-dire que cette personne va se reconvertir. Si cette personne est intéressée dans ce domaine-là, oui, pourquoi pas. J'imagine que oui. Quelle démarche pour faire reconnaître ça, j'en ai pas trop l'idée, mais je pense que oui. En un métier, oui, mais en compétences professionnelles, je ne pense pas. Je pense qu'il faudra quand même finir par se former pour vraiment acquérir des vraies compétences. À partir du moment où les gens passent par une formation, je pense que oui. Je pense que oui. D'être aidant pour d'autres. Aidant grâce à son savoir expérientiel, en fait. Oui, donc là, oui, évidemment. C'est d'expériences que les patients experts, en tout cas qui ont une pathologie, peu importe laquelle, peuvent mettre à profit cette expérience pour aider les autres. Donc, j'imagine que être aidant, c'est un métier à part entière.
Voilà, on entend pas mal de choses dans cette partie-là. Oui. Se former, avoir des compétences, mais aussi de l'expérience. Alors du coup, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de bonnes choses dans ce micro-trottoir et des un peu moins bonnes quand même. Donc tout d'abord, peut-être faire le distinguo entre aidant et père aidant. Donc ça, il faudra que Sandrine nous explique quelle est la différence. Ensuite, pour la plupart des interrogés, c'est une formation qualifiante pour professionnaliser cette expérience de vie réalisée via le parcours de soins et proposée. Alors, tous et toutes répondent oui sans hésiter. On est clair là-dessus. Ça montre que les citoyens, ils sont vraiment prêts, mais quid des institutions professionnelles. Ensuite, cela passe, nous dit une autre personne, par l'acquisition de compétences professionnelles à mettre au profit des autres pour les aider. Et enfin, la dernière personne interviewée nous dit « Peu importe la pathologie pour être expert, cela montre que chacun a une expérience propre qui peut être mise à profit de ses pairs, PAIR, toujours. Et c'est bien là tout l'enjeu de ces nouvelles professions, c'est comment aider les autres grâce à son parcours, son histoire, pour améliorer le quotidien de ses pairs ici en santé mentale. » On reviendra aussi sur une chose que j'entendais tout à l'heure, un métier oui, mais des compétences pro, pas sûr. Faudra qu'on voit un peu s'il y a une distinction à faire entre les deux. La dernière question qu'on est allé poser aux gens dans la rue, Jackie, c'était... Alors la dernière question, voilà. En quoi l'accompagnement par une personne concernée, donc un père, peut-elle être une plus-value dans l'accompagnement ? Oui. Trois niveaux en fait de réponse. Attends, on va peut-être écouter les réponses des gens dans la rue avant. On écoute les réponses. J'imagine que si cette personne a vécu l'expérience, c'est plus simple pour elle d'aider la personne, donc elle comprend peut-être mieux les enjeux ou des sentiments, des choses comme ça. L'expérience de vie, l'expérience de certains traumatismes, d'accidents de vie, de maladies, le partage de tout ça. Il est plus légitime. Il y a une expérience. D'avoir des conseils et des retours d'expérience, et puis une expérience aussi plus terre à terre. Que de médecins, malgré toutes leurs études théoriques qu'ils ont pu faire, sur le terrain c'est toujours plus facile d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'on a vécu en tout cas. Pour le coup, ça va pouvoir le faire gagner des compétences. Ça va pouvoir lui faire gagner de l'autonomie dans sa vie quotidienne. Et peut-être qu'elle a une réalité plus concrète du vécu des personnes qui traversent les mêmes étapes. Et peut-être que les professionnels, eux, ont une approche très théorique qui va diverger en fait. L'approche théorique, l'approche plus directe, c'est ce qui ressort pas mal, j'ai l'impression. Oui, c'est vraiment le grand hiatus en quelque sorte. Il y a trois niveaux de plus-value a priori qui sortent de ces propos. D'abord, ça offre de la légitimité, nous disent les interviewés, plus légitime. Alors, est-ce que les soignants ne sont pas légitimes, ça on verra. Deuxième niveau, c'est du savoir, de la compréhension. On comprend mieux quand on est passé par là, en quelque sorte. Plus facile sur le terrain d'avoir quelqu'un qui a vécu les choses que d'agir uniquement avec un savoir théorique. Et puis enfin, l'efficacité, puisqu'on l'a vécu, on connaît les étapes peut-être pas à pas qui permettent d'aller un peu mieux. Donc, plus facile de faire progresser l'autre en compétence et en autonomie. Une approche plus concrète du problème, en fait, lorsqu'on est passé par là, que lorsqu'on a juste une approche théorique. Sandrine, avec vous, on verra ça dans un instant. Est-ce qu'effectivement, on est plus concret quand on est père aidant qu'un médecin, par exemple, qui a l'air plus théorique? C'est une des questions auxquelles vous nous aiderez à répondre dans un instant. Et vous nous expliquerez ce que c'est la père aidance professionnelle dans quelques minutes, si vous le voulez bien. On va peut-être déjà, dans un premier temps, écouter une des chansons que vous avez choisies. On va écouter le titre Speed de Zazie. D'ailleurs, c'est vous, Sandrine, qui l'avez choisi. Ce titre, pourquoi ? Voilà, moi ce titre, Speed, c'est une chanson, à chaque fois que je l'écoute, ça me fait vibrer, parce que déjà ça me parle beaucoup, l'idée de retrouver de l'énergie vitale quand on est concerné par un trouble, et je trouve que cette chanson met bien en avant ce que c'est que le rétablissement, le fait qu'on puisse aussi transmettre de l'énergie à quelqu'un d'autre pour lui dire de se mettre debout et de continuer à avancer. Eh ben on écoute Zazie, Speed maintenant sur RCN. 10h, 11h. Full santé mentale sur RCN avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Toujours sur RCN pour parler d'un sujet ce matin qui nous paraissait important depuis longtemps. Maintenant qu'on fait cette émission, Roman, et on rencontre régulièrement des pères aidants dans le cadre d'autres actions. C'était important qu'on en parle aujourd'hui et je suis très heureux d'accueillir Sandrine avec nous ce matin. Je le disais, Sandrine, vous êtes médiatrice santé père ou père aidante professionnelle. Est-ce que vous pourriez en quelques mots déjà définir ce que c'est la père aidance ? La père aidance, c'est le principe, déjà c'est une discipline que tout le monde peut pratiquer si on a en commun une problématique.
entre personnes. En l'occurrence, quand il s'agit de santé mentale, un médiateur santé-père, c'est l'appellation qu'on donne à un père aidant qui a choisi de se professionnaliser. Et c'est une personne qui a une expérience personnelle d'un trouble de santé mentale et qui a fait un chemin et qui continue ce chemin dans le rétablissement. Donc il va mettre à disposition des personnes concernées toute son expérience de vie. Il va le partager avec les personnes et pour les accompagner dans leur propre parcours de rétablissement. Ça vient un peu en résonance avec ce qu'on entendait tout à l'heure, la différence finalement entre la théorie que les médecins connaissent et ce que vous avez connu en qualité de personne qui a souffert d'un trouble, ou qui souffre d'ailleurs toujours d'un trouble, parce qu'on rappelle qu'on parle là de rétablissement. Oui. C'est plus concret. Si je peux le résumer par rapport à ce qui a été dit au micro-trottoir, ce que les gens me disent souvent quand on se rencontre dans le cadre de mon travail, c'est souvent « ça me fait du bien de discuter avec vous parce que je me sens compris ou comprise ». Voilà, c'est une question de résonance, c'est une question de proximité de vécu. On utilise certainement les mêmes mots. La personne se reconnaît dans sa propre histoire de vie. C'est souvent le vocabulaire qu'on emploie qui fait que ça résonne beaucoup dans l'expérience de l'autre. Si on voulait être un peu concret, c'est quoi votre action en père aidante pour le coup, auprès des patients? Je rappelle, vous travaillez au CPN, hein, c'est bien ça? Oui, je travaille au CPN depuis 4 ans. Avant, je travaillais dans un CMP en Alsace. Et puis voilà, dans mon parcours de vie, j'ai choisi de venir en Lorraine. Ouais. Comment on travaille, nous, médiateurs santé-père? En fait, on a 2 axes de travail dans l'accompagnement qui fait la différenciation entre un père aidant bénévole et peut-être un médiateur santé-père, donc quelqu'un qui a choisi la voie de la professionnalisation. Donc, on est sur 2 axes. Le premier axe, c'est l'entraide ou la père-émulation. On est dans le soutien émotionnel, on va soutenir le pouvoir d'agir des personnes concernées et on va les accompagner à l'autogestion. Et on va beaucoup partager autour des ressentis d'une expérience qui va, et je trouve que c'est la grande force, c'est de normaliser finalement une expérience douloureuse de vie et participer finalement à la déstigmatisation, parce qu'on est fortement impacté par les représentations et puis on finit par l'intégrer pour soi. Donc le fait de rencontrer peut-être un père aidant qui a réussi à dépasser le regard négatif qu'on puisse soi-même porter sur soi, va l'aider à se décaler un petit peu de ses symptômes, à se décaler de la stigmatisation et va faire un premier pas de côté dans son parcours de rétablissement. Donc on participe au fait que la personne puisse se regarder autrement. Et puis dans le métier, donc médiateur santé-père, il y a cette notion de médiation, c'est-à-dire que nous, médiateurs, on va accompagner vers le soin, on va être un trait d'union entre les professionnels de santé et les personnes concernées pour renforcer l'alliance thérapeutique. On est vraiment là-dedans. On est un trait d'union entre 2 mondes qui peinent parfois à se parler ou à se comprendre, à décoder des choses. Donc moi, au contact des personnes, j'ai ma propre compréhension de ce que la personne vit dans son quotidien. Et puis, les professionnels ont leur prisme. Et donc, on va essayer de faire cohabiter plusieurs regards. Vous êtes la personne qui arrive finalement à faire prendre du recul à chacun, peut-être pour trouver le point où on peut se rencontrer réellement? Peut-être essayer de réfléchir autrement, d'abandonner des habitudes et puis de faire avancer aussi un petit peu les pratiques. On parle de père aidant, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, il y a le père aidant qui le fait bénévolement, puis il y a celui qui est professionnel. Donc si j'entends ce que vous dites, le professionnel, c'est justement celui qui va faire le lien entre patient et professionnel? Oui, je suis le trait d'union. Ouais. Voilà. Mais c'est ça la différence entre le bénévole et le professionnel en santé-père? On est là pour accompagner vers le soin, on est là pour en faveur de l'alliance thérapeutique, puisqu'on travaille dans une équipe de soins. Ouais. Et donc ce qui est intéressant, c'est de croiser nos regards. Et puis le médiateur santé-père, il va toujours avoir cette vigilance de ramener
toujours... moi, j'aime ramener la parole de la personne. Ouais. J'aime bien recentrer les choses sur la personne et pas qu'on décide à sa place. Pas qu'on fixe des objectifs à sa place, mais laisser la place à la personne et pas décider pour elle. Donc on a toujours cette vigilance-là, oui, au niveau professionnel, pour ne pas oublier que finalement, celle qui aura le dernier mot, c'est la personne concernée. Je voudrais revenir maintenant sur la notion... Je reste sur la notion de professionnalisation, et tout à l'heure, on entendait quelqu'un dans le micro-trottoir qui faisait la différence entre métier et compétence. Qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Est-ce que c'est vraiment un métier ? Parce que quand j'entendais ça, je me disais, tiens, cette personne, on a l'impression, elle dit... C'est pas vraiment un métier, il faut développer des compétences. Comment on apprend ? Enfin, c'est quoi le parcours, le cursus pour devenir médiateur santé-pair professionnel ? Oui. Parce que vous avez tout un cursus, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas en décidant demain je serai médiateur santé-pair. Ah bah non. Quoique moi je me suis toujours dit, vu mon expérience de vie, puis je passais beaucoup de temps aussi à aider mes pairs, et puis j'ai surtout été aidée par mes pairs. Je me dis c'est formidable de pouvoir aider, j'aimerais bien en faire un métier, mais ça je me le suis dit il y a très très longtemps. Et puis dans mon parcours de rétablissement, j'ai travaillé dans un SAVS et j'ai rencontré une personne concernée qui voulait que je l'accompagne dans la rédaction d'un CV pour postuler à un poste de médiateur santé-pair. Et là, je me suis dit, oula, mais c'est formidable, finalement. C'est pour moi que je vais le faire, en fait. Existe. Et j'ai finalement postulé 2 ans plus tard. Voilà, je ne regrette pas. Aujourd'hui, à mon âge, j'ai 54 ans aujourd'hui, donc pour moi c'est une vraie mission de vie, voilà, qui a beaucoup de sens. Après un parcours douloureux, j'aime me sentir utile, et on n'a pas parlé de ça finalement depuis le début de l'émission, mais cette idée de donner de l'espoir, de donner de la force, du courage, pour reprendre sa vie en main, et puis oser aussi s'adresser à des professionnels de santé, parce que c'est de ça dont il s'agit. On peut rester coincé pendant des années face à son propre médecin psychiatre, sans oser dire ce qu'on vit de l'intérieur, sans oser remettre en question un traitement, des objectifs. Et nous, on encourage ça. On encourage l'autodétermination des personnes. Parce que quand on est concerné par un trouble, on se sent souvent incompétent, on subit beaucoup notre vie, on subit beaucoup nos relations ou nos choix de vie. Et finalement, de dire aux personnes, bah non, mettez-vous debout. Ouais, tu peux te mettre debout et avancer. Ouais. Avance, prends ta vie en main, ose dire ce que tu vis à ton médecin psychiatre. Roman. Voilà. Ça, c'est l'autostigmatisation. C'est très puissant comme chose. On peut se freiner. On se sent inadapté, complètement. Et c'est ça qui bloque tout. On peut se freiner rien que par le simple regard qu'on porte soi-même sur nous. Il y a un chiffre assez éloquent, mais aujourd'hui, il y a à peine plus de 30% des personnes qui souffrent d'un trouble psychique qui sont suivies. Ça veut dire que, globalement, si on regarde bien, l'autostigmatisation joue énormément aussi. Aujourd'hui, on n'ose pas forcément y aller parce quel regard auront les autres si on déclare que j'ai un trouble psychique ? Ça change aujourd'hui quand même. Ça change, ça évolue. Peu. Mais moi, quand j'ai été hospitalisée, à un moment donné, mon compagnon de l'époque ne voulait pas qu'on sache que j'étais hospitalisée. Voilà, ça va jusque-là. On va voir un psychiatre. Donc, moi, si je peux rebondir, Armelle, effectivement, je pense que ça évolue. Effectivement, ça évolue depuis toutes ces années, mais pour autant, je pense que c'est un peu c'est encore, pour beaucoup de personnes, j'ai l'impression que le fait d'aller consulter un psychiatre ou un psy, c'est pour les fous. Moi, je suis pas tarée, je n'ai pas besoin d'aller consulter, alors qu'on passe tous par des moments de vie douloureux, on va passer par des deuils, des ruptures sentimentales, je ne sais pas, et on a peut-être à un moment donné besoin de se faire accompagner. C'est pas pour autant qu'on relève de la psychopathologie, et ça n'a rien à voir avec la folie, comme on entendait parler encore au 19e siècle. On parlait même d'aliénés. Voilà, c'est ça, les asiles d'aliénés. Alors, les choses évoluent tout de même, mais c'est vrai, vous avez raison de le dire. Aujourd'hui, il faut commencer peut-être par déstigmatiser la santé mentale et se rappeler qu'on a tous une santé mentale. Oui, bien sûr. Ça commence aussi par ça. Revenons un tout petit peu sur le cursus. Armelle, je vais vous redonner la parole après. Ça nous intéresse d'avoir votre parcours. Mais vous avez raison d'intervenir. Ça nous intéresse d'avoir votre parcours aussi, mais sur la formation.
À nouveau, parce que on ne devient pas médiateur santé-pair juste parce qu'on le décide ou parce qu'on a répondu à une offre d'emploi. On connaît pas mal de gens, j'ai des idées de gens qu'on connaît en commun, qui sont en pleine formation d'ailleurs à ce sujet pour devenir médiateur santé-pair. Ça se passe comment, cette formation ? Alors, aujourd'hui, il y a environ 180 médiateurs santé-pair salariés de structures hospitalières ou du médico-social en France. Peut-être 220 en 2025. Donc, c'est une formation en cours d'emploi. C'est-à-dire c'est un programme déjà qui est porté par le CCOMS, qui est le centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé en formation et en santé mentale. Et donc, cette structure va accompagner des structures de soins dans la création et la réflexion autour d'un poste de médiateur santé-pair. Comment favoriser les conditions d'intégration d'un futur médiateur. Le CCOMS va aider au recrutement, va préparer les équipes en parallèle, parce que ça ne se fait pas comme ça. Il peut aussi assister aux entretiens de recrutement, puis il y a une offre d'emploi. Donc en fait, la structure va embaucher une personne et ensuite, ce recrutement va donner accès à la formation. Donc qui est une licence et c'est accessible aux personnes qui ont un bac+2. Oui, parce que c'est une licence en 1 an, c'est ça ? C'est une licence en 1 an. Recrutement bac+2, mais aussi niveau bac, on peut faire ce qu'on appelle une VAE, validation d'acquis d'expérience. Donc comme quoi ils ont voulu quand même ouvrir à un maximum de personnes. Donc à ce jour, il y a une licence à Paris, à l'université de Bobigny-Sorbonne, Paris 13, et il y a une licence maintenant à Bordeaux, c'est la 2e année, je crois, donc qui est une licence plutôt professionnelle. Je ne connais pas vraiment la différence entre les deux. José, mon collègue, est parti à Bordeaux, donc ça sera intéressant de connaître en détail. Mais voilà, donc pour l'appellation médiateur santé-pair, c'est la licence, mais il y a d'autres formations comme le DU de pair aidance qui se fait sur Lyon, qui n'a pas qui n'est pas structuré de la même manière. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va être salarié d'une structure et qu'on va suivre cette formation en parallèle, simultanément. Donc, 1 semaine par mois, on va partir sur les bancs de la fac. Et puis, en même temps, on va s'intégrer à une équipe qui a plein d'interrogations autour du métier et qu'il faut accompagner par rapport à une nouvelle compétence qui arrive dans un service. Justement, vous êtes en train de parler de l'équipe. Quel est l'accueil des équipes aujourd'hui sur les médiateurs santé-pair ? Est-ce que c'est naturel ? Est-ce qu'il y a est-ce que vous êtes intégré dans l'équipe facilement, ou est-ce que il y a encore un peu peut-être ce côté méfiance de se dire oui, mais nous on est des professionnels, on a fait des études de médecine pour savoir faire. Comment ça se passe ? Logiquement, les équipes sont préparées. Elles sont accompagnées par le CCOMS, donc théoriquement, ça doit bien se passer. Théoriquement, ça doit bien se passer. Pour vous parler de mon expérience personnelle, quand je suis arrivée donc à Cure, au centre de remédiation cognitive, dans l'équipe du docteur Masson, il y avait une réticence. J'ai été super bien accueillie. La seule réticence, c'était et si elle retombait malade ? Ça a été une grande crainte de l'équipe. Et donc, j'ai pu dissiper un petit peu ces doutes. J'ai dit, ça fait partie de mon parcours de rétablissement, donc on va croiser les doigts. Et puis finalement, au cours de la licence, j'ai dû me mettre en arrêt parce que j'ai rechuté. Ça a duré 1 mois et demi. Ils m'ont vu revenir dans le service, requinquée et pleine d'énergie, et finalement ont pu constater que ça n'avait pas eu d'incidence plus que ça. Là, on parle beaucoup de choses, alors je ne vais pas dire théoriques parce que vous nous parlez de votre expérience, mais et vous, là-dedans, comment ça vous aide ? Est-ce que ça vous aide dans la gestion de votre trouble et dans votre établissement ? Oui, parce que dans ce métier, quand je rencontre les gens, je pense que c'est le seul endroit où je me sens véritablement moi-même. Voilà, je suis moi. Je suis moi avec mon expérience de vie, donc c'est pas du tout un poids, bien au contraire. Et si on parle de pair aidance,
il n'y a pas de père aidant sans réciprocité. C'est-à-dire que c'est pas moi qui donne. Les personnes m'apportent tout autant. Je veux dire, on est dans un partage d'expérience. C'est presque une forme de partenariat, en fait. C'est de la réciprocité. Il n'y a pas de père aidant sans réciprocité. Et c'est pour ça que c'est tellement puissant, finalement. Et aujourd'hui, vous êtes pleinement heureuse d'avoir fait ce choix, Sandrine. Pour vous connaître un petit peu, depuis quelques années maintenant, on sent que vous rayonnez quand même dans cette aventure professionnelle et humaine. Ça fait tellement sens parce que j'ai mis tellement d'années à trouver la clé pour sortir de mon trouble que je suis portée par ça, en fait. Par de dire, moi je vais t'accompagner, je vais essayer de te donner un maximum de choses pour que tu puisses aussi trouver ton chemin. Et on donne notre énergie, on porte l'espoir, on y croit. Moi, à chaque fois que je rencontre une personne, j'y crois à 200%. Et je pense que c'est ça qui fait aussi la puissance de la pérédance. Armelle, quand vous entendez ça, vous qui vous interrogez sur un avenir vers la pérédance, ça vous évoque quoi ? Je trouve ça plutôt positif que ça se développe enfin en France, parce que dans les pays anglo-saxons, notamment au Canada, ça s'est développé depuis bien longtemps. Donc il serait temps qu'on embauche plus de médiateurs de santé père dans le champ de la psychiatrie, puisque c'est un apport complémentaire à ce que peuvent fournir en termes de thérapeutique les professionnels de santé. Donc moi je sais pas pour le coup, là j'ai eu l'information, j'avais candidaté entre guillemets auprès du CPN, et là les recrutements sont un peu bouchés pour l'instant, entre guillemets, ils sont déjà 3 au sein du CPN. Donc là, je vais peut-être plutôt m'orienter vers le master de psycho. Mais pour avoir pratiqué de la pérédance au niveau bénévole, en participant à des actions un petit peu militantes au sein d'Espoir 54, dans le but souvent d'informer le grand public, de sensibiliser et de déstigmatiser les troubles psy, la pérédance professionnelle a tout son apport aussi pour le coup, et tout à fait pertinente. C'est une approche complémentaire. Effectivement, on parle de savoir expérientiel. On a le vécu, notre expérience du vécu de la pathologie, des traitements, des thérapeutiques, d'être dans un parcours de rétablissement. Mais effectivement, ça passe par une formation pour, entre guillemets, pouvoir transformer ça en savoir, en compétences, pour développer nos compétences psychosociales aussi. Donc ça, c'est indispensable. Donc en tout cas, c'est un métier d'avenir. Pour le coup, je pense que c'est le but, je pense pour Sandrine comme pour les autres, enfin je devance peut-être, je parle en leur nom, comme pour moi, même si je me dirige vers le master de psycho et le métier de psychologue, c'est de faire en sorte de contribuer, entre guillemets, en toute humilité, à améliorer le système de santé, quoi. Il y a encore des choses qui ne vont pas trop aujourd'hui. Dans le champ, on voit bien la santé publique, la médecine, tout ce qui est fonction publique, c'est pas terrible, mais la psychiatrie et la pédopsychiatrie, c'est quand même... C'est encore plus difficile. C'est encore pire. On dit c'est le parent pauvre de la médecine. Voilà, c'est pour ça. On dit c'est le parent pauvre de la médecine, donc il y a encore beaucoup à faire, et ça permet aussi d'humaniser un petit peu les soins, quoi. Les professionnels de santé ont tendance à nous voir, nous patients, qui passons par exemple par l'hospitalisation dans des moments de crise. Donc ils nous voient que sous l'aspect de la psychopathologie, de la symptomatologie, mais aussi on est aussi un individu tout entier avec des valeurs, je sais pas quoi, des relations sociales, et donc ne pas nous circonscrire juste à une pathologie, à une psychopathologie. Et je trouve que c'est ce que peut apporter aussi les médiateurs de santé père, de voir l'individu au-delà du patient. Oui, c'est ça. On n'est pas une case, quoi. On n'est pas juste une maladie, on est un être humain qui vit avec ce trouble, mais qui justement va aussi devoir se développer. Et qui peut avoir des ressources, je pense que c'est ce que, à mon avis, développe et s'appuie aussi les médiateurs de santé père. Vous vouliez réagir, Sandrine ? On oublie souvent qu'on a une vie, qu'on peut avoir une vie très riche en dehors des périodes de crise. Pour ma part, ça a été 8-10 années un peu compliquées, mais en dehors de ces 8-10 années, il y a plein de gens qui ont des vies tout à fait riches, nourrissantes. Et c'est ce qu'on oublie, en fait. Puis la vie, elle ne s'arrête pas à notre trouble, en fait, finalement, et au contraire. Le but, c'est d'en faire quelque part, je vais pas dire une force, mais de faire quelque chose qu'on maîtrise pour pouvoir continuer à vivre tout à fait normalement derrière.
Oui, moi si je veux rebondir parce que moi je souffre de troubles psy, troubles anxieux, TOC, etc. depuis que je suis petite. Donc moi ça a eu des répercussions sur mon parcours scolaire. J'ai fait une dépression à l'adolescence, j'ai pas pu passer le bac. C'est des années après que j'ai passé à la vingtaine l'équivalent du bac S, le DAEU, diplôme d'accès aux études universitaires, option B scientifique, et que j'ai essayé fac de médecine à l'époque, je laissé tomber. J'ai très peu été salariée, ça doit faire 20 ans que j'ai pas occupé une activité que j'ai pas été salariée. Donc je suis bénéficiaire de l'AH, allocation adulte handicapé. Mais effectivement, moi pour le coup, ce qui m'a permis d'être moteur, ce qui a toujours été moteur, moi dans mon parcours de rétablissement et de donner du sens à mon vécu de la pathologie et de tout ce qui a quand même entre guillemets, ce qui a pu être empêché dans ma vie et sur le plan professionnel, de la construction professionnelle et sur le plan aussi de la vie sentimentale. Je suis célibataire, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas construit de famille. C'est du coup là le fait de m'orienter vers le métier de psychologue ou de médiateur santé-père, c'est de donner du sens à tout ça pour le coup, quoi. C'est de sublimer un petit peu tout ça, de donner du sens pour le coup à tout ça, quoi. Et aussi de faire quelque chose avec ce parcours, quelque chose de matériel ou... Oui, tout à fait. De le rendre concret, cette expérience un peu subjective, de la rendre concrète et de pouvoir entre guillemets apporter quelque chose aussi aux autres. Le but c'est d'aider autrui, toujours pareil en toute humilité, mais c'est ça un petit peu le moteur aussi, quoi. La petite pierre qui fait qu'on va pouvoir avancer un peu plus loin. Voilà, c'est ça. On se tire véritablement vers le haut dans la relation. Moi je sais qu'en ce moment, ça fait une semaine que j'ai arrêté de fumer. Voilà, clairement. Je dis merci à mon collègue qui a fait cette démarche et j'ai eu envie de le suivre. Voilà, donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a un vrai partage humain extrêmement fort, en tout cas, dans le métier. Et donc, il y a des personnes qu'on croise qui deviennent des exemples. On a envie de les suivre. On dit, il l'a fait, je vais le faire. Un peu des petites lumières au bord de la route qui permettent d'avancer, peut-être ? Des petites lumières et puis un soutien énorme quand on vous dit, t'es capable de le faire. Ouais. C'est très fort, c'est très puissant. C'est reprendre une confiance en soi. On va en reparler dans un instant. On va écouter avant Juliette Armanet. Là, c'est vous, Armelle, qui avez choisi ce titre qui s'appelle Le Dernier Jour du Disco. Pourquoi ce choix ? C'est un titre que vous aimez particulièrement ? Bon, là, vous me posez une colle parce que je dois avouer que j'ai un peu oublié que je devais réfléchir à une musique. Donc là, c'est un peu sur le fil que je pense à Juliette Armanet. Oui, parce que j'aime beaucoup pour le coup. Je trouve qu'elle redonne plein d'énergie aussi. Oui. Elle n'a pas vraiment de lien avec la thématique de la santé mentale ou de la péridance bénévole ou professionnelle, mais j'aime bien ce titre. Sur la santé mentale, elle met de bonne humeur quand même. Voilà, ce qui est toujours positif. C'est plutôt bien. Et on écoute Juliette Armanet tout de suite avec le dernier jour du disco et on continue nos échanges dans quelques instants sur RCN. Jusqu'à 11h, full santé mentale sur RCN. Avec Espoir 54, le CREPSI, la coordination du PTSM 54 et Bipolaire si tu savais. Ce matin, nous parlons de la médiation santé-père, la péridance, un sujet qui semble vraiment très important. Et on discutait un petit peu là hors antenne. Et Armelle, je vous posais cette question. Est-ce que vous avez déjà croisé un médiateur santé-père dans votre parcours personnel ? Je crois que la réponse est plutôt non. Non, effectivement, ma première hospitalisation justement au CPN de Nancy, puisque je suis nancéenne, remonte à 2000, la dernière à 2019. Et au cours de mes différentes hospitalisations, je n'ai jamais rencontré de médiateur santé-père et MSP. Après, effectivement, j'ai beaucoup rencontré de pères, de personnes qui souffraient de la même pathologie que moi, en particulier au début où je faisais partie de l'AFTOC, Association française, c'est un peu long, pardon, pour les personnes qui souffrent de troubles obsessionnels compulsifs. Et effectivement, déjà, le fait de participer à ces groupes de parole avec des personnes qui sont concernées par la même pathologie, ça aide beaucoup pour le coup à sortir du sentiment de honte, de la culpabilité et de l'autostigmatisation aussi pour le coup. Mais c'est vrai que ça aurait pu m'aider dans mon parcours hospitalier, notamment en 2019, où j'ai eu le vécu pour la première fois d'une hospitalisation sous contrainte. On va juste rappeler ce que c'est pour ceux qui ne connaîtraient pas. Vous n'avez pas fait le choix d'être hospitalisé. Si, puisque je suis rentrée en hospitalisation libre pour le coup, avec un petit courrier de mon psychiatre pour être accueillie aux urgences psychiatriques des urgences. Et puis en fait, parce que j'ai voulu m'accorder un délai de réflexion quant au traitement qu'on me proposait,
proposait. Donc je parle d'antipsychotiques, qui pour moi n'est pas anodin. L'interne en psychiatrie a considéré que c'était pas judicieux de me laisser ce temps de réflexion. Bon, c'est moi qui le dis comme ça. Et a déclenché cette démarche, ce protocole d'hospitalisation sous contrainte. Donc sous la demande, je sais plus comment on dit, à la demande d'un tiers, ma mère, qui est mon seul parent, représentant légal, comme on dit déjà. Oui, sûr, on se comprend, c'est pas grave, tuteur légal, qui a été contacté, a signé le document, et voilà, et au final, en sortant d'un entretien, j'ai découvert que j'étais, entre guillemets, placée sous ce régime-là d'hospitalisation sous contrainte, et c'est très violent. Moi, j'avais quand même, c'était il y a quelques années, un peu à la fin de la trentaine, avant 40 ans, je connais le milieu hospitalier et le milieu de la psychiatrie, mais ça, c'est très violent pour le coup, quoi. Donc je me dis que peut-être... Et du coup, vous l'avez vécu comment, pardon, mais vous dites c'est violent, mais ça veut dire que, justement, est-ce que si vous aviez eu un médiateur santé-père qui vous explique... qui m'explique un petit peu, oui, tout ça. Ça aurait pu vous aider à mieux le passer ? Ah oui, parce que là, j'ai trouvé ça très violent pour le coup. J'ai même pas pu, en sortant de l'entretien avec l'interne psychiatre et puis le chef de service, j'ai même pas pu retourner dans ma chambre, moi, rassembler, ranger mes affaires personnelles pour être transférée vers une autre unité fermée. Il y avait tout de suite les messieurs qui m'attendaient, alors que je n'ai jamais présenté de signe d'agressivité, d'auto ou d'hétéro-agressivité. Ouais. Il y avait les messieurs qui m'attendaient pour me transporter directement dans l'unité fermée, et ce sont 2 infirmiers hommes. Bon, c'est un détail, mais pour moi qui suis une femme, que 2 messieurs aient, entre guillemets, rangé mes affaires personnelles, je trouve que ça a été... En fait, on brise votre intimité quelque part. Voilà, c'est ça. Voilà, je trouve que ça a été très violent pour le coup. Sandrine, s'il y avait eu à ce moment-là un médiateur santé-père, est-ce qu'on aurait pu éviter que l'hospitalisation soit sous contrainte? Est-ce que peut-être Armelle aurait pu par elle-même dire ok, je pense qu'il vaut mieux que je reste? Est-ce que c'est aussi ça le rôle d'un médiateur santé-père? C'est difficile de répondre à cette question-là. Par contre, je vais peut-être vous donner un autre exemple. Ça aurait peut-être facilité, peut-être apaisé. Ça t'aurait peut-être apaisé. Oui, c'est ça. Et donc rendu l'hospitalisation peut-être moins traumatisante. Ou peut-être qu'on m'explique, au moment où l'interne en psychiatrie me proposait le traitement, pendant ce délai de réflexion-là, avant qu'il déclenche tout de suite le protocole d'hospitalisation sous contrainte, m'envoyer un médiateur de santé-père pour discuter, qui m'explique le risque, peut-être sa connaissance ou non des traitements antipsychotiques, mais ça c'est autre chose, mais qui m'explique le risque si je refuse le traitement-là en particulier, qu'est-ce que ça peut amener Tout à fait. Par contre, j'ai un autre exemple qui peut peut-être vous éclairer. J'accompagnais un monsieur depuis 18 mois, 2 ans. Et ce monsieur a été hospitalisé, une hospitalisation libre, mais il était devenu complètement mutique. On supposait qu'il avait arrêté son traitement. Et donc moi, j'ai décidé, depuis ma structure, d'aller à la rencontre de ce monsieur que je connaissais depuis 2 ans, puis donc d'aller à la rencontre de l'équipe. Et donc je l'ai rencontré. Et j'ai passé une demi-heure à côté de lui à prier. Il était assis dans sa salle de bain, il ne me parlait pas. Il m'a juste pris la main, et puis on a prié ensemble. Et puis je lui ai glissé des mots, il ne me répondait pas. Et puis je lui ai dit, écoute, tu sais que c'est important de reprendre ton traitement ? Il ne m'a pas répondu. Puis j'ai dit, bon, sans réponse, je dis, je m'en vais. Je te laisse, et puis je reviendrai. Et puis il m'a dit, non, reste. Bon, je suis partie quand même. Mais le lendemain, j'ai rencontré l'équipe. Et la psychiatre du service m'a dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, ce que vous lui avez dit, mais en tout cas, il a repris son traitement. C'est extrêmement fort, avec très peu de mots. Avec très peu de mots, mais il savait que c'était important pour lui. Il avait peut-être du mal à l'accepter, mais venant de ma bouche, peut-être que ça avait plus de poids, parce que je suis consciente, moi aussi, de l'importance de ne pas arrêter un traitement. Donc c'était beaucoup plus acceptable, peut-être, de ma bouche. Et du fait qu'on se connaissait depuis 2 ans, là il avait atterri dans une équipe qui ne le connaissait pas finalement. Donc peut-être d'avoir une figure familière par rapport à son histoire de vie, oui, ça peut être aidé, oui. Vous parlez de l'histoire de vie, ça me ramène à quelque chose qu'on entendait dans le micro-trottoir tout à l'heure, de quelqu'un qui parlait de pouvoir aider quelqu'un qui a la même maladie. Mais on est d'accord que vous accompagnez des gens qui n'ont pas forcément le même trouble que vous?
C'est pas un frein? C'est pas du tout un frein. Je veux dire. C'est vraiment l'expérience de vie là qui compte. On a en commun la souffrance, la solitude, l'isolement. Finalement, le parcours de rétablissement est un peu c'est proche d'une maladie à l'autre, d'un trouble à l'autre. C'est un peu. Il n'y a pas de. Non, on peut accompagner toute personne. Enfin, moi, j'ai l'habitude de dire qu'on peut exercer cette discipline de père aidance quand on a en commun une cassure de vie, une cassure majeure, quelque chose qui nous a freinés, quelque chose qui nous a stoppés dans notre vécu, dans notre parcours. Donc non, la pathologie n'a rien à voir. Et là, vous nous parlez de ce monsieur, vous dites ça fait plus de 2 ans, 1 an et demi, 2 ans que je le connaissais. Est-ce que votre accompagnement, du coup, on est bien d'accord, c'est sur du temps long? Ça dépend, c'est la personne qui donne le tempo. D'accord. Et je crois que vous vouliez nous partager aussi une de vos expériences, Sandrine, d'une père. Oui. Il se trouve que j'ai une amie de longue date et on a en commun donc notre pathologie, on a trouble de l'humeur, moi c'est la bipolarité. Et puis on l'a découvert finalement en même temps, on a amorcé un travail en même temps, sauf qu'elle avait pris un petit peu plus d'avance que moi et je passais mon temps à me plaindre beaucoup. Et elle m'avait proposé de faire du yoga et de la méditation et j'avais refusé de façon très, très virulente. Et elle a eu cette parole de me dire « mais t'en as pas marre d'aller mal ?» Et vraiment cette phrase, alors là on était dans la père aidance bénévole ou informelle, mais ça a été très puissant. Et donc j'y ai beaucoup réfléchi finalement et je me suis dit mais elle fait ce chemin là, elle a de la force, elle a du courage. 2 mois plus tard, je l'appelais pour lui dire demain je viens quoi. Et ça m'a donné la force. Ça vous a bousculé. De participer à ces cours de yoga, puis ça a changé toute ma vie en fait. Voilà. Un exemple, un peu une lumière, encore une fois une lumière sur le chemin qui fait que d'un seul coup on se dit mais moi aussi j'ai le droit à cette lumière-là. C'est ça. Ça m'a donné de la force. Elle m'a bousculée, mais finalement, je me suis dit je vais la suivre. Voilà. Armelle, on est tous d'accord pour dire que c'est ça dont on a besoin. Des lumières sur le bout du chemin. Oui, tout à fait, de l'espoir pour le coup. Enfin, moi, je suis accompagnée par Espoir 54, mais c'est vrai que c'est un terme important. Je crois que pour toute maladie, qu'elle soit somatique ou psychique, pour le coup, si on n'a pas l'espoir de pouvoir se rétablir ou des modèles de personnes qui se sont rétablies, qui sont sur ce parcours de rétablissement, c'est plus difficile pour le coup. J'ai dit une bêtise. Non, je voulais ajouter un truc. J'avais entendu ça dans une émission une fois. L'espoir, c'est espérer quand tout espoir semble perdu. Espoir, c'est espérer quand tout espoir semble perdu. Voilà. Très beau. Oui, c'est très beau. C'est vraiment très beau. Je crois que là, tu nous as scié avec cette phrase. Je ne peux pas rebondir là-dessus. Sandrine, vous voulez rebondir? Ouais, il y a aussi une phrase de Simone Veil que j'aime beaucoup. L'espoir, seul l'espoir apaise la douleur. Ce que je trouve beau, c'est que dans cette émission, finalement, c'est l'espoir qui va rester. Et se dire qu'il y a des gens qui peuvent nous aider à espérer. Les médiateurs santé pères, les pères aidants aussi. Vraiment, merci à toutes les deux pour la confiance que vous nous avez accordée. En nous racontant vos histoires, vos parcours, c'était très fort. Je regrette de devoir déjà mettre un terme à cette émission. On aurait aimé qu'elle dure encore plus longtemps. Nous aussi, moi aussi. Mais vous reviendrez volontiers en parler. C'était un vrai bonheur de vous écouter. Et voilà, je crois que s'il y a une chose qu'on doit retenir, c'est on peut vivre des choses dans la vie, mais il y a toujours de l'espoir et on n'est jamais tout seul. Tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à tous. Merci beaucoup. On va se quitter sur ces mots. On se donne rendez-vous dans 1 mois pour une prochaine émission. Si l'espoir nous permet, j'ai bon espoir. Je crois qu'on peut pas, on va rester sur ce mot-là. Merci à tous pour nous avoir fait vous donner votre confiance. Merci à toutes les deux. Je le rappelle, on va le redire. Sandrine, vous êtes médiatrice santé père aidante professionnelle. Armelle, vous usagère d'Espoir 54. Vous êtes encore entre deux devenir psychologue. Voilà, c'est ça. Ou médiatrice santé père, mais en tous les cas, vous allez être aussi une petite lumière sur le bord du chemin de pas mal de gens. Merci Roman et merci Jackie. Et on se donne rendez-vous, j'espère, dans 1 mois pour une prochaine émission de Full Santé Mentale. Belle journée à tous et à bientôt. Salut Thomas. RCN, www.rcn-radio.org